Bonjour Jérôme, merci. Du coup, c'est la première fois qu'on se voit en plus en vrai, donc c'est super. Donc vous êtes le CEO de Tinubu, donc vous vous êtes spécialisé dans les solutions de gestion d'assurance crédit, de caution. Donc là, on est sur un marché aussi B2B, pas comme là, beaucoup de startups qu'on va voir sur scène. Alors vous avez réalisé pas mal de petites levées de fonds une dizaine d'années, on va dire. Et là, d'un coup, en 2017, c'est ça, 53 millions d'euros, donc gros tour de table. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'abord, nous avons une série de levées de fonds depuis notre création. Au départ, avec 15 investisseurs privés, qui sont d'ailleurs toujours, pour la plupart d'entre eux, avec nous, qui auront apporté au fil des années tout de même à peu près 6 millions d'euros au fil des années. Et puis, nous avons fait rentrer des investisseurs professionnels assez tôt, mais avec des tickets relativement limités. Alors, un fonds de CVC Partners, ensuite la GIMF, et puis ensuite, il y a eu une levée de fonds relativement importante déjà, qui a eu lieu en 2011, avec la rentrée de la BPI. C'était le FSI BPI, qui a mis 12 millions d'euros de cash pour accélérer notre développement. Et en effet, 2017, une grosse levée de fonds, pour la raison suivante, c'est que nous avions à l'époque, en 2017, déjà à peu près 15% de résultats nets, 25% d'EBITDA, mais nous voulions complètement changer notre business model. L'essentiel de revenu modèle, l'essentiel de nos revenus étaient des fees de licence avec du one-off, avec de la licence perpétuelle, et nous voulions complètement basculer sur un modèle avec des contrats longs et avec de la licence. Ce qui voulait dire et de la licence annuelle sur la base des revenus de nos clients. Et nos clients sont en effet beaucoup, pour la moitié, des États, pour l'équivalent des activités de la BPI d'ailleurs, ou de la COFAS, et pour l'autre moitié des grands assureurs crédits privés. Donc, pour faire cette mutation, où il était nécessaire d'avoir un financement en fonds propres important, parce que ces acteurs, ils signent avec nous des contrats de 10, 7, 8, 10, 12 ans, et il faut être capable de leur prouver qu'on a à la fois les reins solides et la capacité de financer toujours 25% de recherche et développement, parce qu'on est leur laboratoire de recherche et développement. Voilà. D'où cette grosse levée de fonds. D'accord. OK. Et après, en 2020, vous avez relevé 15 millions. Ouais. Là, alors que quand même, vous deviez avoir, j'imagine, du cash qui rentrait à un niveau de rentabilité quand même correct. Alors pourquoi? Et bien justement parce qu'on avait réalisé la feuille de route que nous avions prévue, puisque 2020, on aura, à l'issue de ce plan de 2017, multiplié par plus de 3, les 3,5 les revenus récurrents, avec une durée moyenne des contrats de 7 ans. Donc on a une visibilité forte. On avait fait la bascule. Et là, on avait décidé de poursuivre notre développement en faisant des acquisitions. Et nous avons commencé notre première acquisition aux États-Unis, où on a racheté une société pour à peu près le même montant que la levée de fonds que nous avons effectuée. Ça nous permettait à la fois de poursuivre notre développement, qui est très à l'international. Hein. La particularité de Tinubu, nous sommes très internationaux. Nous avons très peu d'activités en France. La France représente 2,5% de notre chiffre d'affaires, pour donner un idée. Oui, Voilà. Bah justement, cette activité internationale, j'imagine que vous avez aussi beaucoup de fonds plutôt internationaux, mis à part effectivement BPI. Et qu'est-ce qui fait, comment est-ce que vous choisissez justement ces VC à l'étranger? Alors, le choix de VC pour nous, c'est en effet, il y a des fonds étrangers qui s'intéressent beaucoup à la France et notamment dans le domaine des nouvelles technologies, parce que la France est un territoire formidable, pas pour accueillir des clients français dans nos métiers, mais pour recruter des équipes, pour avoir de l'innovation, de l'intelligence et aussi du financement. Bon, et ces fonds d'investissement, ils sont attirés par la France, ils sont prêts à avoir des solutions assez souples, à prendre des risques relativement élevés, et ils contribuent à développer une image internationale. Donc nous, aujourd'hui, les États-Unis représentent, États-Unis, Canada, ça représente 40 à 50% de notre activité aujourd'hui. L'Asie, Moyen-Orient, 20% de notre activité. C'est pour ça qu'on a fait ces mouvements successifs. Et les fonds américains comprennent très bien ça, ce positionnement international, et l'accompagnent bien. D'accord, donc c'est plutôt eux qui sont venus vous draguer, dirons-nous. Oui, on a eu beaucoup à partir de 2017, nous avons eu beaucoup de fonds internationaux.
singapouriens, américains, chinois, qui se sont intéressés à nous. D'accord. Et est-ce qu'on parle beaucoup de VC depuis quelques instants, mais est-ce que il y a aussi les corporates qui investissent pas mal. Est-ce que pour vous, c'est envisageable d'avoir un corporate ou pas dans votre secteur? La difficulté d'avoir un corporate qui serait par exemple un assureur crédit, un réassureur, un export credit agency, c'est que aujourd'hui, ce que l'on apporte, c'est le cœur des systèmes de ces acteurs. C'est donc quelque chose d'essentiellement stratégique pour eux. C'est ce qui leur permet d'apporter des garanties aux exportateurs de leur pays, etc. Donc aujourd'hui, avoir un industriel dans notre capitale, c'est difficile, parce que nous avons à peu près 30 des 60 principaux acteurs mondiaux comme clients dans ces métiers. En avoir un au capital de façon importante, c'est difficile. Donc probablement, puisque l'investisseur américain qui investit chez nous a investi maintenant en 2017, donc la logique, c'est toujours des sorties sur 5 ans. Nous avons à chaque fois fait des sorties sur 5 ans. C'est que la prochaine sortie se fera soit avec un industriel du logiciel, soit à nouveau un fonds d'investissement. D'accord. Et vous êtes vraiment sur un marché de niche, enfin un métier de niche, en tout cas l'assurance crédit. Est-ce qu'il faut avoir une poche, on va dire, de cash significative en permanence pour pouvoir continuer à croître ou pas? Oui, on est dans un métier où nos clients sont par nature risk-averse. Des sociétés qui garantissent des opérations internationales, à l'international, des marchés internationaux, qui garantissent l'installation d'usines, etc. Parce que c'est ça ce que font nos clients. Ce sont des gens qui veulent travailler avec des partenaires extrêmement solides. D'une part. D'autre part, il faut énormément de transparence. Par exemple, notre roadmap technologique, elle est faite en coordination avec nos principaux clients. On a un Customer Advisory Board qui contribue à ce que cet investissement qu'on fait chaque année de 20 à 25% de nos revenus dans la recherche et le développement, ils y soient associés d'une façon ou d'une autre. Donc ces gens-là, ils ont besoin d'avoir en face d'eux une entreprise à la fois transparente, sûre et bien financée. C'est pour ça que nous n'avons jamais levé de dette. Nous sommes toujours passés par de l'equity ou du semi-equity, c'est-à-dire la dette à caractère d'equity. Et dette, equity. Est-ce qu'on ne peut pas, dans votre cas, avec vos contrats très longue durée, on ne peut pas juste se financer avec l'argent qu'on gagne? Oui, aujourd'hui déjà, j'arrête d'investir 30% de mes revenus dans la recherche. On dégage du cash flow. Donc oui, nous sommes intimement convaincus qu'on est à un moment où on doit être capable, sur les 60 principaux acteurs mondiaux aujourd'hui, d'en avoir au moins 50. Ça se fait aussi en investissant. Nous avons des bureaux à New York, au Canada, à Mumbai, à Singapour. On va sans doute en ouvrir un dans le Golfe. Tout ça, ça exige aussi des financements. Même si, c'est important, la société est française et son ADN est français, la culture internationale est française, et que nos équipes de développement et de recherche sont intégralement en France. Et donc on est une multinationale de poche, je dirais, mais française. Voilà. Et la dernière question pour terminer, que j'ai posée à Alexandre tout à l'heure, vous avez sûrement entendu, la question à choix multi. Donc dans 5 ans, vous ferez alors une levée de fonds à 9 chiffres, vous aurez vendu ou vous serez juste rentable? Nous serons certainement rentables, puisque nous y sommes. Donc, même si on a fait cet effort pendant 3 ans, nous sommes sur la courbe très clairement déjà d'être rentable. Non, mais ça n'empêche pas, même si vous êtes rentable, si vous voulez toujours, sommes à un rythme de croissance de notre portefeuille de plus de 40% par an. Donc, si on veut continuer 40% par an, il faut se développer, il faut investir. Donc, oui, nous ferons dans 2-3 ans, sans doute, une nouvelle levée de fonds, une entrée dans le capital d'un nouvel actionnaire international. À nouveau, ce sera la 4e fois qu'on fera cet exercice. Pour donner à la société les moyens de son développement. On a une équipe aujourd'hui solide. Les salariés, 30% des salariés sont dans le capital de la société, c'est pas neutre tout de même. Et si on veut continuer tout ça, il faut s'appuyer sur des financements extérieurs. Écoutez, super. Merci beaucoup, Jérôme, pour votre intervention.